Salut les fous du volant, on est très heureux de vous retrouver au surlendemain d'un Grand Prix de Belgique qui est toujours un moment fou, un moment spectaculaire, un moment suspendu. Sauf que ce week-end on a quand même beaucoup, même presque trop, tergiversé avant de donner le départ de cette épreuve. Il faut bien avouer qu'on reste un petit peu sur notre faim à cause de la pluie, Stéphane. Oui, puis même encore, on avait la course sprint aussi qui a presque fait pchit. Et cette course-là qui a été réglée en un tour pour ce qui est de la victoire, on reste un petit peu sur notre faim parce que ça n'a pas tellement bougé ensuite derrière pour les premières places. Alors 90 minutes d'attente, on va se demander si on peut encore rouler sous la pluie en Formule 1 parce qu'il y a eu un côté quand même un peu exaspérant. Piastri a gagné devant Norris et Leclerc. Max Verstappen a terminé à la 4e place pour cette épreuve qui est un petit peu l'an zéro après Christian Horner chez Red Bull. Quelles seront les missions de Laurent Mekies, qui a donc succédé aux Britanniques au sein de la structure autrichienne? Que va faire Christian Horner après l'aventure Red Bull? On va essayer d'anticiper un petit peu tout ça, y voir un petit peu plus clair. On va parler aussi d'un débutant. On avait beaucoup de débutants au début de cette saison 2025. Et alors qu'on a passé le cap de la mi-championnat, on va faire un focus sur Kimi Antonelli, qui n'a pas tous les jours la vie facile depuis quelques semaines. Avant de débuter sur le plan qu'on vient de vous proposer, quand même un petit mot sur une statistique du départ. Stéphane, c'était presque prémonitoire ce que tu nous as dit dans le dernier numéro des Fous du Volant, que la pole à Spa, souvent, elle ne permet pas à celui qui part le premier de terminer ne serait-ce que le premier tour en tête. Et ça s'est encore confirmé sur ce Grand Prix de Belgique 2025. C'est Lando Norris qui partait de la pole position. Il s'est fait croquer tout cru par Oscar Piastri dès le premier passage dans la ligne droite du Kemmel. Ouais, le run entre la pole position et le premier virage assure quasiment de ressortir en tête. C'est après que ça se complique énormément. Et depuis 2010, en fait, c'est la 7e fois, donc en 15 ans, qu'on a le poleman qui se fait dépasser au fameux virage numéro 5, après la montée du Kemmel. Ça a commencé avec Hamilton qui a doublé Weber en 2010, Rosberg sur Vettel, etc. Et Vettel, c'est un peu un spécialiste. Il a fait le coup 2 fois à Hamilton, en 2013 et en 2018. Et puis, c'était Pérez, quand même, qui avait dépassé Leclerc. C'est peut-être son dernier exploit en Formule 1. En 2023, et donc cette année, Piastri, qui a débordé Norris dans une manœuvre imparable et qui montre le respect aussi entre les deux pilotes parce que Norris n'a pas louvoyé ni rien, il ne s'est pas défendu, il a compris que c'était perdu. Il a laissé faire Piastri et malheureusement c'était un dépassement décisif pour l'attribution de la victoire. C'est au moins la 3e fois de la saison, après Miami et Imola, qu'on a un dépassement physique en piste pour la victoire. C'est mieux que rien, ouais. Mais après on est un petit peu resté sur notre faim, effectivement, et on avait attendu pas mal de temps pour voir ça. Et encore, dans ta statistique qui est très intéressante, tu n'as pas compté la course sprint, parce que c'était la même chose en sprint. Verstappen, c'est pareil, il a pris l'avantage et derrière, ça n'a plus bougé. Voilà pour cette petite statistique. C'est même à se demander si finalement, quand t'es poleman à Spa, il vaudrait mieux pas rater ton départ, sortir de l'épingle de la source en 2e position pour reprendre la première place. En 2011, c'est là où, grosse perf de Rosberg qui est quand même 5e sur la grille et il se retrouve premier à la fin du premier tour. Bon, c'est vrai que donc, mais c'est là où c'est un frisson quand même ce premier tour à Spa et en particulier la façon dont Piastri a négocié le raidillon de rouge. Ouais. Là, c'était gros cœur. Alors, on va parler de Spa et de cette pluie qui a retardé le Grand Prix de Belgique, quasiment 1h30 d'attente avant que les voitures ne soient autorisées à s'élancer. Alors, c'est curieux de se poser cette question parce qu'on a eu un superbe Grand Prix de Grande-Bretagne où la pluie a quand même joué le rôle principal. Mais à Spa, la direction de course, d'une certaine manière, a refusé l'obstacle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après Silverstone, il y a eu une réunion avec les pilotes et la direction de course où certains pilotes ont dit qu'on était allé un petit peu loin quand même et qu'il y avait des moments où c'était quand même très, très compliqué en termes de visibilité.
La nuance qu'il faut bien avoir à l'esprit quand on parle de Formule 1 et de pluie, c'est pas forcément un problème d'adhérence, c'est surtout un problème de visibilité, Stéphane. Parce qu'en fait, le problème d'adhérence, il est réglé de lui-même. Les pneus pluie en Formule 1, on ne les utilise pas, ils sont inutilisables. C'est beaucoup dire. En tous les cas, ils peuvent se dégrader aussi assez vite. Donc, ils étaient tous d'accord pour mettre des pneus intermédiaires. Et je pense que c'était largement suffisant. Après, tu sais que tu ne tiens pas énormément de temps. Ou alors les rainures s'effacent. Et si la piste sèche, on vient dans un autre cas de figure où voilà, tu te retrouves avec des slicks et ça devient autre chose. En 2021, le Grand Prix avait été arrêté pour des questions déjà de quantité d'eau sur la piste et des questions de visibilité déjà, mais on avait attendu beaucoup plus que ça. Il y a un moment où il y a une limite physique, on ne voit plus rien, on est trop tard dans l'après-midi pour pouvoir donner le départ d'une course qui ferait à peu près 1h30, quoi, une distance acceptable. Donc on a attendu déjà 80 minutes. Alors, ce qui inquiète pas trop le promoteur, parce que lui, si on décale un petit peu, il y a plus de gens du côté de l'ouest de la planète qui peuvent voir ce Grand Prix un petit peu plus tôt. Il y a des gens qui se lèvent tôt en Amérique du Sud, aux États-Unis pour voir une course comme ça. Et quand tu décales ça, si tu veux, ça arrange un petit peu tout le monde aussi. Bon, mais c'est la raison qui l'a emporté, je trouve. Les pilotes ont été écoutés. Ce circuit a un lourd passif. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 ans. Dylan Vanthof, un jeune pilote de FRECA, c'est-à-dire la formule européenne, l'équivalent à peu près de la Formule 4, se tue dans Kemmel sous la pluie et ça arrive quelques années après la mort en 2019 d'Antoine Hubert sur le sec. Donc c'est autre chose. Donc ce raidillon, c'est pas qu'il est maudit, mais il est redoutable. On le sait et on ne veut pas être irresponsable. Antoine Hubert, il fait peur maintenant. Antoine Hubert, c'était autre chose. Il avait le Hans, il avait le Halo, mais rien de ces 2 dispositifs pouvait le sauver puisque c'est une rotation imposée. Il a été percuté à son corps. Et voilà, c'est ça, pendant l'accident qui l'a tué quasiment sur le coup. Dylan Vanthof, c'était autre chose, c'est un accident aussi sous la pluie, il y avait 0 visibilité. Donc quand les pilotes mettent en garde les autorités de la Formule 1 là-dessus, qu'ils soient écoutés à la reprise 15 jours plus tard, 3 semaines plus tard, c'est une bonne chose au moins. Alors moi, j'ai appelé Jackie Ecklardt, ancien ingénieur de Formule 1, champion du monde avec Braun en 2009. Et il m'expliquait qu'en fait, les pilotes ont invoqué un problème de visibilité. Et c'est pas rien parce que il me dit, quand la scène dans Kemmel est filmée, même le raidillon, en fait, la caméra, elle va de haut en bas. Et on est dans la meilleure disposition pour suivre, en fait, pour voir ce qui se passe, même à travers un nuage d'eau dans un peloton. Et la situation est complètement différente, il faut bien le comprendre, pour un pilote qui est assis très très bas et qui regarde vers le haut et qui a une sorte qui est un petit peu ébloui par le spray d'eau qui vient sur lui, la luminosité, il y a un effet de miroir. Et là, il y a des pilotes qui ont dit c'est comme si on nous bandait les yeux, on ne voit rien. C'est ce qu'expliquait George Russell. Donc il faut prendre en compte ça. C'est clair. Même les caméras ne rendent peut-être pas bien ce qu'ils voient exactement, donc il faut avoir du respect quand ils disent on ne voit rien. Donc, OK, vous voyez rien, donc on reporte. Bon, après, il y a toujours des pilotes qui se plaignent de ne pas pouvoir démarrer, qui ont un intérêt particulier. Lewis Hamilton, Max Verstappen ont chargé leurs ailerons à fond, donc eux, ils veulent faire le maximum de tours sur une piste détrempée, certes, ou en tous les cas bien mouillée. Et puis, Jackie Ecklardt m'expliquait autre chose, c'est que ce phénomène aussi de upwash, c'est-à-dire l'eau qui est rejetée par l'extracteur et par l'arrière de la voiture et qui monte à peu près entre 45 et 50 degrés et qui fait en fait ce halo de brume derrière une voiture, en fait, il s'est amplifié avec le temps parce que depuis la réglementation 2022, les ingénieurs ont trouvé de la pluie supplémentaire et cet effet aussi est corrélé avec le niveau d'appui. Plus il y a la pluie, plus ce phénomène est violent et donc moins les pilotes peuvent y voir. Donc la raison l'a emporté, je trouve. On peut attendre 80 minutes, effectivement. Après, à partir du moment où la course démarre à 16h20, il peut peut-être y avoir des problèmes de visibilité. On est en été, encore heureux. Ça s'est bien terminé.
Je pense que la raison l'a emporté, c'est comme ça qu'il faudra faire à l'avenir, même si effectivement on se pose la question, mais on ne peut plus sortir une Formule 1 par temps de pluie. Eh oui, parce que j'en reviens, on lance la course en pneus intermédiaires. Ça veut dire que quelque part, on est censé avoir encore un cran avec les pneus pleine pluie pour pouvoir aller plus loin dans des conditions plus difficiles. Et on n'utilise pas ces pneus. Il y a un excellent article qui a été sorti après le Grand Prix de Grande-Bretagne, écrit par Julien Pereira sur le site eurosport.fr et qui explique, en gros, vous prenez le temps qui est fait sur le sec, 100%. À partir de 112%, les ingénieurs estiment que c'est la bascule pour passer sur les pneus intermédiaires. Et pour passer sur les pneus pluie, c'est 118%. Sauf que la direction de course, elle arrête avant qu'on en soit arrivé à des conditions suffisamment difficiles pour utiliser les pneus pluie. Donc en fait, c'est comme s'il n'y avait pas de pneus pluie en Formule 1. Et ça a faussé toute la course. Je suis d'accord avec toi. Je suis pas du tout en train de dire qu'il faut envoyer les pilotes à la mort. Pas du tout. Simplement, il y a des équipes pour qui cette décision, ça a détruit complètement la course. Quand vous faites votre choix de réglage pour votre voiture le samedi, vous avez des prévisions météo qui vous disent dimanche 15h, pluie, donc on règle la voiture avec beaucoup d'appui pour pouvoir disputer ce Grand Prix et avoir une chance de le gagner. Je prends l'exemple de Max Verstappen et l'exemple de Lewis Hamilton. Bah oui, mais sauf que le problème, on retarde d'1h30, donc la stratégie, elle est fracassée. Effectivement, ouais, la donne a complètement changé, c'est vrai. Dans les équipes, on a beaucoup partagé les risques. Chez Mercedes aussi, Antonelli était chargé, Russell était beaucoup plus configuré pour une course sur le sec. Ils avaient même tout misé sur un tour chrono. Ils avaient dit on verra bien la météo demain, on verra bien. Mais ils ont eu raison. Oui, ils ont eu raison. Tout simplement. Et chez Ferrari, Leclerc avait un bon niveau d'appui. Max Verstappen n'arrivait pas à s'approcher de lui dans la ligne droite. Et puis, Lewis Hamilton pilotait avec un parachute accroché à sa voiture. Ce qui lui a servi en début de course parce que c'était très très mouillé. Et ensuite, ça s'est retourné contre lui. Ce que je veux dire, c'est que... il faut que Pirelli fasse des pneus pluie qui soient utilisables, peut-être réduire la marge entre les pneus intermédiaires et les pneus pluie pour qu'on puisse quand même utiliser des pneus pluie en dehors du problème de visibilité. 2, si on invoque un problème de sécurité pour repousser le départ du Grand Prix, ok, très bien, cassons le parc fermé. Ouais, à partir du moment où on décale le départ de la course et que les conditions ne sont plus celles qui étaient prévues qu'elles soient, eh ben, messieurs, faites ce que vous voulez avec vos voitures. Rajoutez de l'appui, baissez-les, montez-les. Mais je trouve que ça n'est pas équitable, finalement, de dire « Ah ben non, la course, elle a lieu à 16h20 au lieu d'avoir lieu à 15h ». Il y a des gens qui ont fait leur stratégie par rapport à ce qu'ils devaient avoir comme condition à partir de 15h. Et il y a un autre truc qui m'agace. Les pilotes, dans leur immense majorité, ils ont loué la direction de Rui Marquez, le directeur de course. Mais Stéphane, tu sais très bien, ça dépend. En fait, les pilotes ne donnent même plus vraiment leur avis. Ils militent par rapport à la stratégie qu'a choisie leur équipe. S'ils ont une voiture légère en appui aéro, ils vont dire « bah non, c'est trop dangereux pour rouler ». Et s'ils ont beaucoup d'appui, ils vont dire « ah bah non, il faut rouler ». C'est le commentaire de Lewis Hamilton aussi, ça sèche vite. Alors, entre un tour et le suivant, il est capable de mesurer à quel point ça sèche. Non, c'est là aussi, c'est vrai, ils deviennent des militants. Ils ne sont pas tellement objectifs. C'est pour ça qu'on n'écoute que l'auteur de la pole position pendant les tours qui se succèdent derrière la voiture de sécurité pour évaluer les conditions de piste. Mais qui n'a pas forcément le bon point de vue, parce que lui étant premier, finalement, il n'a pas ce problème de visibilité. Et 2, lui aussi est impliqué dans la stratégie de son équipe. Donc, il n'est pas neutre. Je me demande si, alors c'est un vœu pieux et ça ne se fera jamais, mais je me demande si on ne pourrait pas imaginer une situation où on prend une Formule 1 d'il y a 2-3 ans avec un pilote neutre et qui roule et qui vous dit « oui, c'est roulable, non, c'est pas roulable ». Mais avec une vraie F1 et avec un vrai pilote, pas avec la voiture médicale et un conducteur. Tu vois la nuance. Là, je trouve que, et d'ailleurs Max Verstappen l'a dit, on est passé d'un extrême à l'autre entre Silverstone, où Isaac Hadjar a percuté Kimi Antonelli parce qu'il le voyait tout simplement pas, et de l'autre côté, le départ, il est donné, il fait beau, c'est même pas qu'il pleut plus, c'est que le soleil brille. Et d'ailleurs, on voit
dès les tours derrière la voiture de sécurité, on voit déjà des zones sèches. On est allé un petit peu loin. Il faut réfléchir, casser le parc fermé si les conditions changent. Et puis ensuite, il y a plein d'autres solutions. Mais simplement, Verstappen, il brouille aussi un petit peu son message en disant si vous n'y voyez rien, levez le pied. Bon, alors moi, je pourrais lui répondre s'il voulait dépasser aussi Charles Leclerc en piste, il avait qu'à s'arrêter le premier pour prendre des pneus slicks. C'est pareil, il ne l'a pas fait. C'était simple pourtant. Alors le Yaka, quand même, a ses limites aussi. Bon, n'empêche que sur cette décision, c'est encore Lewis Hamilton qui a été précurseur. Septuple champion du monde. Il avait plus grand-chose à perdre. Donc c'est toujours celui qui peut faire le plus gros pari qui y va. Comme ça, et tout le monde l'a suivi. C'est clair. Et il avait raison. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Moi, je suis désolé. Je pense qu'il faut réfléchir à cette situation et qu'il ne faut pas trop que ça se reproduise parce que c'est pas bon pour le spectacle. Et le message envoyé au public est pas le bon. Ce qu'on voit, c'est des voitures qui ne sont pas capables de rouler sous la pluie. La visibilité, je comprends, mais ce n'est pas le message que les gens reçoivent. Et à ce titre-là, d'ailleurs, je pourrais juste raconter mon premier souvenir de Formule 1 sur un circuit, Grand Prix de Belgique 89. J'arrive le dimanche matin. C'est le warm-up, une session qui n'existe plus, une demi-heure pour s'habituer aux nouvelles conditions de piste. Et là, ça tombait bien, il pleuvait. Et il y a des rigoles dans le raidillon, donc le départ du warm-up est retardé. Et puis à un moment, ça démarre. Donc les gars, ils vont, quoi, même si ce n'est pas tellement praticable. Et j'entends enfin une voiture arriver en haut du raidillon, dévaler toute la ligne de Kemmel. C'est une Ferrari. C'est Nigel Mansell. Il y va, mais à fond. Hein. C'est clair, c'était le tempérament du garçon, avec un panache de fumée qu'on voyait aujourd'hui, mais impressionnant. Ça fait 80 mètres. Hein. Bon. Et puis, j'étais au combe, au freinage des combes, et Mansell ralentit. Et là, d'un seul coup, en fait, on voit le panache de spray descendre complètement, quoi. Et en fait, je découvre, dans son sillage, juste derrière, 2 mètres derrière lui, la deuxième Ferrari de Berger, qui avait fait toute la ligne droite, 2 mètres derrière Mansell. Et là, je me dis, ces mecs sont quand même fêlés, quoi. Avec 12 guillemets, évidemment, que je mets autour de ce mot-là pour toute l'admiration que je leur voue depuis toujours. Mais je me dis, ces gars-là, quand même, ils sont faits d'un autre métal. Alors là, ma réaction, c'est de me dire, bon, on va pas courir, c'est pas possible. Non, les autres ont enquillé les tours comme ça, et puis tout s'est bien passé. Parce que les F1 de cette époque étaient beaucoup plus faciles à piloter. Tout à fait, mais c'est ironique, hein, ce que je dis. C'est ce qui a fait l'histoire de la Formule 1, c'est ce qui fait qu'on considère les pilotes comme des gladiateurs. Il ne faudrait pas nous enlever cette petite part de risque. Il faut garder un risque raisonnable pour aussi les admirer par ces conditions quand même qui sont très très difficiles et qui forcent l'admiration. Donc il y a un juste milieu à trouver, mais il faut quand même être capable de courir sur la pluie. On va passer maintenant à l'an 0 après Christian Horner chez Red Bull. Pour cette expression, pour situer un peu l'ampleur du séisme qui a frappé évidemment Red Bull et l'ensemble de la Formule 1, parce que Christian Horner, c'était le plus ancien patron d'une équipe de Formule 1 en activité jusqu'à ce qu'il se fasse débarquer. Et d'assez loin, Stéphane, d'ailleurs, il y a eu un gros renouvellement. On va commencer par ce petit tableau que tu nous as préparé. En fait, on ne fait pas de vieux os, normalement, quand on est le patron d'une équipe de F1. Ces derniers temps, maintenant, il y a un certain turnover. Là, il n'y a aucun changement de baquet annoncé pour l'année prochaine. Par contre, c'est la valse des directeurs d'équipe. Il n'y a pas de problème. Alors, ça peut se faire par un manque de résultats ou un changement d'actionnaire, c'est des choses comme ça. Mais il y a un renouvellement qui est quand même assez impressionnant. Et j'ai corrélé ça en fait au profil même de Laurent Mekies. Et pour moi, tu as parlé effectivement d'un changement d'air chez Red Bull par rapport au départ de Christian Horner. Changement d'air, changement de système aussi, de mode de raisonnement. On va y revenir parce que ça, c'est une révolution culturelle. Franchement, on va faire un virage à 180 degrés, mais ils ont pris, je pense, l'homme-idoine, forcément, parce que par rapport à ces hommes-là, il y en a certains qui ont de l'expérience. Christian Horner, ça faisait 20 ans qu'il était en place quand même. Il a fait le job. Et qui, auparavant, était aussi le patron d'une équipe qu'il avait montée, Ardennes. Oui, donc, tout à fait. Voilà, il avait d'autant plus d'expérience. 8 titres pilotes, 6 titres constructeurs pour Christian Horner, qui a fait quelque chose d'important. Il a sauvé la place de Red Bull en Formule 1. Il y a une chose en fait qui se dessine il y a 7-8 ans à peu près, c'est l'envie de Porsche de venir en Formule 1 avec un moteur. Et Dieter Mateschitz, le boss en fait de Red Bull, est d'accord pour
une prise de participation de Red Bull dans l'écurie de Formule 1 et avec une idée du côté de Porsche, c'est-à-dire de racheter complètement l'écurie en fait et d'appeler ça Porsche. Bon, alors on n'en est pas encore à ce stade-là, c'est pas annoncé dans les discussions, mais c'est des choses comme ça qui se trament. Ouais. Et à ce moment-là, en fait, Horner se dit non, ça ne se fera pas. Tout simplement, Porsche ne va pas venir en Formule 1 et c'est lui qui a refusé l'avenue de Porsche et qui a gardé en fait l'identité même de Red Bull en Formule 1. Donc on peut au moins lui mettre ça à son crédit aussi parce qu'il y a des choses en coulisses, des grandes manœuvres qu'il a su éviter au moins et depuis très longtemps, il résistait à ce clan autrichien qui l'a déni récemment. Et puis, ce qu'a fait aussi Horner, il n'y a pas très longtemps, c'est qu'il a monté de toutes pièces un département moteur. Oui. On y reviendra aussi. Oui. Voilà, avec un recrutement assez agressif du côté de Mercedes. Donc, il était à la confluence de tout, c'est-à-dire du management, de la politique, de la communication, etc. Et Helmut Marko et Oliver Mintzlaff, le boss de Red Bull, ont décidé d'appeler Laurent Mekies parce que c'est lui qui a le CV certainement le plus solide, le plus complet. C'est là qu'on en revient au profil dont tu parlais. Voilà, c'est ça, un petit peu sur un tableau, l'historique l'ancienneté des 10 patrons d'équipe aujourd'hui en Formule 1. On voit que Toto Wolff, maintenant, c'est le dinosaure. Ça fait 12 ans qu'il est là. Tu te rends compte? Alors qu'avant, on a passé toute une période, on avait les Jean Todt, les Frank Williams, les Flavio Briatore qui étaient là depuis 20-25 ans. Et là, il y a un turnover quand même. Tu fais plus de vieux ans en Formule 1. Et puis le deuxième, plus ancien, c'est Andrea Stella, chez McLaren. Arrivé juste avant, ça se joue à un mois près. Hein. Stella est arrivé en fait en décembre 2022. Bon, je l'ai mis sur 2023. Et puis comme Vasseur et comme Jan Vols. Et puis tous les autres sont arrivés un petit peu plus tard, Komatsu 2024 et tous les autres 2025. Andy Cowell, Jonathan Whitley, Laurent Mekies, donc Alan Perman et j'ai ajouté Steve Nielsen qui va arriver le 1er septembre chez Alpine. Et sur 3 colonnes, j'ai décliné en fait l'expérience, les lignes supplémentaires qu'ont ces gens sur leur CV. Alors, l'expérience dans un top team, pour Toto Wolff, c'était pas exactement ça chez Williams, mais il l'a acquis chez Mercedes, mais il avait gagné quand même un grand prix chez Williams. Et puis pour Fred Vasseur, c'est pareil. Il n'y a pas de question qui se pose sur à faire tourner Ferrari, mais il vient de chez Sauber, Alfa Romeo. Voilà. Et donc ces gens-là ont tous une expérience dans un top team. En fait, c'est un prérequis. Maintenant, aujourd'hui en Formule 1, tu ne peux plus arriver de nulle part, c'est fini. Voilà. Et après, il y en a qui ont un profil, et c'est ce qu'on voit beaucoup plus maintenant, un profil d'ingénieur. Ils ont une formation d'ingénieur ou de technicien. Alors, il y en a 2 qui ne l'ont pas. C'est Toto Wolff et Jonathan Whitley. Tous les autres ont cette fibre-là déjà. Alors, il y a quelqu'un comme Steve Nielsen qui a une formation d'ingénieur, mais il a vite bifurqué vers le management et spécialement la direction sportive. Et puis, il y a des gens qui cochent une autre case qui est assez importante aussi, c'est la case FIA. Ils sont passés par la FIA. Ils connaissent cette grande institution, comment elle fonctionne, les rouages, et ça, c'est de la politique. Et on voit que il faut avoir 3 compétences aujourd'hui pour être idéalement directeur d'équipe en Formule 1. C'est le management d'un top team. Laurent Mekies était adjoint de Fred Vasseur chez Ferrari. Il faut être ingénieur de formation et puis il faut être passé par la FIA. Et Laurent Mekies coche les 3 catégories comme Steve Nielsen, mais je mets un tout petit bémol sur son passé d'ingénieur. Ça veut dire qu'il est vraiment l'homme de la situation, avec en plus cette dimension de savoir gérer aussi des jeunes pilotes pour essayer de les faire grandir, ce qu'il a fait chez Toro Rosso en tant qu'ingénieur, puisque c'était la pouponnière de Red Bull, et puis ensuite en arrivant comme directeur d'équipe de Racing Bulls. Je trouve ton tableau très très intéressant et finalement ce qu'on remarque, c'est qu'aujourd'hui pour être le patron d'une équipe, dans le CV il faut quasiment avoir ce statut d'ingénieur, alors que pendant longtemps il fallait avoir un statut soit d'ancien pilote. Jean Todt avait été copilote en rallye. Finalement on s'éloigne de plus en plus d'un ancien sportif. On n'a plus trop besoin de cette légitimité pour parler aux pilotes, d'avoir été soi-même derrière le volant. Je me demande si de temps en temps, il n'y a pas des incompréhensions entre les pilotes et les patrons d'équipe qui ne viennent pas non plus de ce passé d'ingénieur et non plus de pilote, même si Toto Wolff
il a été pilote, hein, et il a essayé d'être pilote. Il a gagné une manche de champion du monde de GT, FIA. Oui, c'est vrai. Au début des années 2000. Ouais. C'était peut-être même un tout petit peu avant. Tu comprends la nuance? Aujourd'hui, on veut vraiment un pur technicien, alors qu'auparavant, finalement, pour diriger une équipe, on se disait qu'un ancien champion, il savait de quoi il parlait. Oui, mais pour diriger une équipe sur jour après jour, ou minute après minute, sur une séance de qualification où il faut faire des choix cruciaux, le positionnement de la voiture dans une file d'attente dans la pit lane, est-ce qu'on la met en premier, en dernier, même sur les réglages avant une qualif, qu'est-ce qu'on opère comme changement, et puis après en course, qu'est-ce qu'on fait comme stratégie, on fait rentrer le pilote à quel moment, dans quel but, et puis comment est-ce qu'on mélange tout ça. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que le directeur d'équipe, c'est lui qui a le final cut sur toutes les grosses décisions, sur un week-end de course. Donc, il doit avoir des compétences élargies. C'est ce qu'a aussi Laurent Mekies. Clairement. Laurent Mekies, alors, pour moi, Laurent Mekies, c'est en même plus que ça, c'est que c'est un stratège absolument formidable qui s'est fait remarquer pour 3 raisons. En fait, quand tu es dans une petite équipe, tu peux quand même faire des choses différenciantes qui te font marquer et ça te met dans la lumière. Singapour, l'année dernière, il donne des pneus tendres à Ricciardo au dernier moment pour prendre le meilleur tour en course, à Lando Norris, qui est en lutte pour le titre mondial avec Verstappen. Là, c'est un petit coup de main donné à Red Bull, et puis au championnat pilote et au championnat constructeur. Et là, ça fait un pataquès, on dit, bon, là, ça s'est un petit peu trop vu, on va supprimer le point du meilleur tour en course, c'est pour ça que ça a été fait. Mais tout le monde a compris que Laurent Mekies avait été malin. C'est quelqu'un qui est réaliste, qui a été directeur sportif et qui utilise le règlement à son avantage. Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Cette année, au sprint en Chine, on voit Isaac Hadjar donner l'aspi à Tsunoda. Isaac Hadjar est débutant en Formule 1. C'est quelque chose de très complexe en termes de timing, de donner l'aspi à un pilote comme ça. Il l'a fait. Il l'a fait parce qu'il était préparé à le faire. Il l'a fait parce que Laurent Mekies lui a dit « ça peut arriver. On va mettre ça en place ». L'opération réussit et Tsunoda passe en 3e partie de la qualification sprint. Voilà, tout simplement. Et puis alors, le pompon, vraiment, là, le couronnement, le coup stratégique de l'année, Monaco, 2 arrêts obligatoires, la stratégie diabolique, Lawson, qui est en plein milieu de la grille de départ, se charge de rouler comme une Formule 2, de bloquer au moins 8 pilotes derrière lui pour ménager un écart suffisant pour que Hadjar s'arrête une première fois, puis une deuxième fois 5 tours après, et qu'il évacue ces 2 arrêts au stand en 5 tours sans être gêné dans le trafic. C'est des arrêts gratuits. C'est magnifique. Et il ne se passe quasiment rien sur ce Grand Prix de Monaco. Et à l'arrivée, tout le monde ne parle que de ça, du coup stratégique de Laurent Mekies. Et là, tu dis quand même, quand tu es le big boss de Red Bull, tu regardes ça, tu dis, il a quelque chose de différent. Et au moment où il faut trouver le successeur de Christian Horner, le nom de Laurent Mekies ressort naturellement. Alors, on va s'intéresser à 2 choses, Stéphane, si tu veux bien. D'abord, la première mission de Laurent Mekies, j'imagine que c'est de garder Max Verstappen chez Red Bull. J'imagine que c'est ce qu'on lui a dit. Il faut absolument faire en sorte que Max Verstappen reste. Il y a le back-office, on va parler d'argent, on va parler de contrat, on va parler de tout ça, mais sportivement, il faut apporter des choses à Max Verstappen pour garder le Mais il a un contrat en place, néerlandais. Et Helmut Marko a dit, il y a un contrat, il sera là l'an prochain, point barre. Alors dans les hypothèses, justement, il y avait peut-être une clause comme quoi, si Max Verstappen n'arrivait pas à être dans le top 3 au championnat après la Belgique, ou en tout cas après la Hongrie, ça serait plutôt après la Hongrie, il avait le droit de casser son contrat et de sortir. Bon, là, maintenant, il y a une clause comme ça, je crois que c'était en 2019. Et maintenant, il a suffisamment d'avance par rapport à George Russell. On est sûr qu'il sera dans le top 3, donc ça ne bougera pas. Ouais. Il y a quelques pisteurs quand même qui se sont amusés à regarder où était le yacht de Toto Wolff et l'avion, le jet de Max Verstappen. Et apparemment, ils étaient dans la même zone, mais Toto Wolff a dit qu'il y avait pas mal de gens de la Formule 1 qui se réunissaient aussi. Il devait y avoir aussi Briatore dans le coin. Oui, alors,
on va prendre les choses dans l'ordre. En fait, toi, tu ne crois pas que dans les missions qui sont données à Laurent Mekies, il a dit la condition. Non, il a dit la condition, c'est de lui donner une bonne voiture. Ouais. On n'a pas le choix, c'est comme ça, point. Donc lui, il ne voit que là-dessus, et c'est là-dessus que ça se décidera. Ce week-end, Max Verstappen a dit non, je vais rester chez Red Bull même à vie. Bon, c'est assez bizarre parce que il a presque envoyé le message qu'il voulait terminer son contrat chez Red Bull jusqu'en 2028 et après, au revoir. Oui, ça, il l'avait déjà dit. Hein. Oui, bien sûr. Et il l'a redit. Donc, pour l'instant, ça ne prend pas. Du côté des négociations, des discussions, apparemment, c'est terminé avec Toto Wolff. Mais ce que je vois simplement, c'est que Laurent Mekies arrive dans un univers très politisé. Alors, la première chose, c'est qu'il va falloir se détacher de la gestion, du mode de gestion de Horner, qui, en fait, verrouillait tout, trop. Et apparemment, ça crée des blocages. Ça ralentissait la chaîne de décision à Milton Keynes, puisqu'il était boss donc, de Red Bull, du sportif, de toute l'écurie. Il était même CEO. Il était boss de Red Bull Advanced Technology, c'est-à-dire tout le pôle technologique, et y compris qui fait des pièces pour l'écurie 2. Racing Bulls. Il était boss du marketing et il était boss de Red Bull Powertrain. Et donc, en fait, les gens ont dit maintenant, il faut 3 personnes pour s'occuper de ces 3 choses, les moteurs, etc. Et c'est ce que va faire Laurent Mekies bientôt en disant je ne veux plus de blocage, parce qu'il y avait des ralentissements, apparemment. Et après, sur le plan politique, Marco a envoyé un message en disant les Autrichiens ont pris la main. Attention. Et il a même dit on aura notre. Enfin, il a rappelé qu'il avait son mot à dire sur les pilotes, presque qu'il allait décider qui serait à côté de Verstappen l'année prochaine. Je pense qu'il se trompe là-dessus, parce que son job, c'est être conseiller du big boss de Red Bull au sport. Ouais. On le rappelle encore, Helmut Marko n'est pas un salarié de Red Bull Racing. Il est vraiment le conseiller à la présidence. Externe, ouais. Voilà, et c'est pour ça d'ailleurs que ça pose quelques problèmes aux autres équipes, parce qu'il ne rentre pas dans le calcul du budget du COSCAP. Voilà, tout à fait. Son salaire est assez copieux apparemment. Donc, il y a déjà ce premier point. Et puis, il y a aussi, il ne faut pas être trop vu comme le clan français. Parce que Pierre Vacher, le directeur technique, est français. Et français aussi. Tout à fait. Et l'autre difficulté, c'est que dans tout ça, tu es au milieu des Britanniques qui se sentent un petit peu dépouillés de la base opérationnelle. En tous les cas, c'est chez eux. Et ils pensaient avoir tout le pouvoir à travers Horner, ils ne l'ont plus. Et un Français qui essaye de gérer une écurie britannique sur le sol britannique, bon courage. Tu demanderas à Éric Boulier quand il est arrivé. Je ne voulais pas t'interrompre, mais c'est exactement ce que j'allais dire. Il est un petit peu sur un volcan. On a l'exemple d'Alpine aussi. Donc il va falloir un peu désamorcer toutes ces bombinettes. Ça ne va pas être simple, il va falloir jouer fin. Il a mené une réunion avec Papa Verstappen, avec Max Verstappen. Je ne sais plus si Max Verstappen était là, mais avec Raymond Vermeulen. L'agent de Max Verstappen. L'agent, etc. Voilà, et Helmut Marko pour parler un petit peu de l'avenir. Donc, il essaie maintenant de faire travailler tout le monde ensemble. Et ça, c'est sa grande qualité aussi reconnue, en plus d'être quelqu'un d'une élégance absolument rare dans ce milieu où les gens ont un ego assez développé. Et Laurent Mekies va se retrouver là-dedans. Et j'ai un petit peu peur pour lui parce que ils vont le tester forcément. Et on va voir un petit peu comment vont réagir. Le propre d'Horner, c'était aussi de donner un blanc-seing à Verstappen, à le défendre coûte que coûte. Et même avec la plus grande mauvaise foi. Mais c'est là qu'il a peut-être, paradoxalement, il a peut-être une carte à jouer à mes yeux, Laurent Mekies. Et ça s'est vu d'ailleurs dès samedi, quand il a décidé finalement de donner le deuxième plancher qui était normalement plancher de réserve dévolu comme plancher de réserve de Max Verstappen, de finalement le faire monter sur la voiture de Yuki Tsunoda. C'est là que, pour moi, il a un vrai levier. S'il arrive à remettre Yuki Tsunoda, enfin pas à remettre d'ailleurs, à mettre Yuki Tsunoda en confiance, à lui permettre d'aller chercher des points, c'est un vrai levier qui avait été complètement abandonné par Christian Horner
sur la dernière saison et demie chez Red Bull. Et c'est comme ça que si tu prends l'équipe en 4e position du classement des constructeurs et que tu peux la faire remonter jusqu'au 2e rang, si on prend le classement des constructeurs aujourd'hui, McLaren 516 points, Ferrari 248. Bon là, il y a un écart abyssal, c'est pas la peine d'essayer d'aller chercher McLaren, mais donc retenez bien les points. Ferrari 2e 248, Mercedes 3e 220, Red Bull 4e 192. 56 points de retard sur le 2e. Ce qui n'est pas énorme. Sur une petite 2e partie de saison, c'est largement jouable. Si tu arrives à remettre Tsunoda en confiance, à lui faire aller chercher des points... Mais c'est ce qu'il a dit de toute façon. 56 points, ça se prend. Il trouvait qu'il avait plus de grip et qu'il était plus en confiance. C'était son gros problème, c'est que la voiture était imprévisible et il n'arrivait plus à attaquer. Le fait est que, est-ce que Tsunoda restera chez Red Bull l'an prochain? Qu'est-ce que décidera Laurent Mekies? Et quand... Je dirais, excuse-moi Stéphane, les deux vont un petit peu de pair. Si Tsunoda remarque des points, que Red Bull remonte à la 2e place du championnat, d'un seul coup, quelque part, cette 2e partie de saison, elle donne raison à Laurent Mekies et immanquablement à Tsunoda. Son baquet est payé quand même par Honda. On parlait de l'influence qu'a Marco sur les pilotes. C'est lui qui gère l'académie des jeunes pilotes et qui fait monter les pilotes chez Racing Bulls et ensuite qui essaie de les placer chez Red Bull. Il parlait d'avoir son mot à dire sur les pilotes de Red Bull. Ce qu'on lui demande quand même, c'est de trouver le prochain Sébastien Vettel. Et accessoirement le prochain Max Verstappen, sachant que Vettel est un pur produit Red Bull, alors que Verstappen, c'est une signature opportuniste. Ils le prennent aux portes de la Formule 3, ils lui font faire une saison, et après, il le met en Formule 1. C'est un coup de génie aussi, parce qu'il a compris qu'il était spécial. Mais là, ça fait quelques années qu'on demande à Marco, il est où ton nouveau Vettel? On ne le trouve pas. Voilà, c'est ça la vraie question. Et c'est ça son job à lui. Donc, quelque part, la question, c'est le positionnement, en force, le positionnement de Laurent Mekies par rapport à cette tradition. Il y a eu quelques exceptions, il y a eu Weber, il y a eu Perez qui sont allés chercher à l'extérieur, mais autrement tous les autres, globalement, sont des produits de la filière Red Bull. Et qu'est-ce que va faire Mekies, sachant qu'il a bien connu, par exemple, un garçon comme Carlos Sainz chez Ferrari. Et Sainz se demandait, au début du week-end, je pense pas de façon très hasardeuse, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on me toise sur le marché des transferts? Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que je ne me retrouve pas dans un top 10. C'est une vraie bonne question. Il la relève là parce qu'il y a peut-être un coup à jouer, mais c'est une vraie bonne question. Et la façon aussi de dessiner le futur environnement de Laurent Mekies, c'est l'avenir de Helmut Marko. Il a dit, il a passé quand même les 80 ans, il a 82 ans ce monsieur, et il cherche son successeur, Sébastien Vettel, qui a dit il y a quelques jours, je suis assez intéressé par le WEC, j'aimerais bien reprendre la compétition, les négociations ont échoué avec Porsche, j'ai un petit regret, enfin c'est ce qu'on sentait dans ses propos, et Marko a proposé le job à Vettel, qui a botté en touche, je pense qu'il n'ira pas. Moi je continue de penser que c'est un profil Gerhard Berger qui conviendrait très très bien, pour la caution autrichienne aussi peut-être. Mais tu sais que... Et on verra comment ça va se jouer, et le choix du pilote l'an prochain, on dira beaucoup sur l'influence, le pouvoir qu'a Laurent Mekies réellement chez Red Bull. Pour en terminer sur ce point-là, Helmut Marko, il a dit oui, les Autrichiens reprennent la barre. Je pense qu'il essaye surtout de montrer qu'ils aimeraient bien essayer de reprendre la barre. Pourquoi? Parce que Christian Horner était soutenu par le patron, la partie thaïlandaise de Red Bull. Et quelque part, c'est ce soutien venu de Thaïlande qui s'est un petit peu étiolé et qui a permis la chute de Christian Horner. C'est dans ce sens-là, je pense que Helmut Marko a dit voilà, le retour au premier plan de la partie autrichienne dans cette équipe. Autre difficulté des derniers jours à gérer pour Laurent Mekies, la FIA ne veut plus d'une équipe A et d'une équipe B en Formule 1 pour supprimer des petits arrangements entre amis. Exactement. Il le dit pas comme ça, mais je trouve ça bien. Alors, il parle simplement de 2026. Alors, tu dis, non, en fait, les voitures, elles sont déjà d'ici. Non, c'est simplement du point de vue sportif. Ils veulent éviter de voir des choses un petit peu bizarres. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont s'y prendre. C'est Nicolas Tombassis qui a dit ça, c'est-à-dire le directeur monoplace à la FIA, en disant on ne veut plus tellement de ces connivences qui ont un impact sur la piste. On retourne à cette question du meilleur tour de Ricciardo à Singapour l'année dernière. Et c'est normal qu'on se pose la question. Et s'il dit ça, c'est qu'il y a probablement beaucoup d'autres choses qui... après, on ne va pas empêcher les gens entre Red Bull et Racing Bull de se parler, tout simplement. Donc je pense que derrière ça, il y a quand même autre chose.
Et c'est autre chose qui est assez paradoxale et qui vient de la FIA et qui dit, nous, on voudrait bien finalement que des équipes constructeurs. Parce que là, en fait, on entretient 2 équipes B en Formule 1, parce que Haas aussi est concerné vis-à-vis de Ferrari. Attention. À moindre mesure quand même. Oui, mais c'est eux qui designent quand même. Là, tout ce qui est possible de mutualiser en termes de pièces, la soufflerie de Haas et même à Maranello, il y a un problème. Non, mais techniquement d'accord, mais sportivement, j'ai pas souvenir d'avoir entendu. Non, bien sûr, parce que les voitures ne sont pas dans la même zone de performance. Donc, on ne se pose pas les mêmes questions, même si de temps en temps, voilà, il y a des pilotes qui savent qu'ils doivent s'effacer pour laisser passer le pilote de la voiture de l'équipe numéro 1. Mais ça veut dire quand même que peut-être qu'en 2027, 2028, on va dire, on va freiner un petit peu cette mutualisation des pièces qu'on peut commercialiser, qui sont aujourd'hui sur une liste qui est assez longue, pour avoir vraiment des équipes constructeurs. Et là, c'est vraiment Racing Bulls qui est dans le viseur, et c'est vraiment l'avenir de cette équipe qui a commencé à installer une antenne en Angleterre pour recruter britannique, pour se rapprocher de Red Bull. Et là, la FIA commence à dire stop. Bon, on verra ce que ça donne, mais là où il y a d'autres écuries qui essaient de rentrer, Otmar Zafnauer porte un projet, on ne connaît pas encore ce constructeur qui s'intéresse à la Formule 1, il cherche à racheter aussi peut-être une écurie existante. On verra l'avenir de tout ça, mais il y en a des gens qui cherchent à racheter des écuries. C'est un autre dossier pour Laurent Mekies. On va terminer, on a parlé de Red Bull. Quid de l'avenir de Christian Horner en Formule 1 ? Je ne crois pas que Christian Horner soit du genre à aller se la couler douce au bord d'un lac en Grande-Bretagne. Le Britannique qui pourrait revenir très vite et très fort. C'est un petit truc qu'on m'a confié et qui circule dans le paddock. Ce qu'il faut savoir, c'est que Christian Horner, au fur et à mesure des années, il s'est lié vraiment d'amitié avec un garçon qui s'appelle Larry Ellison. Je ne sais pas si son nom te dit quelque chose. C'est le cofondateur d'Oracle, qui est un des gros, qui est le sponsor titre d'ailleurs, je crois même d'ailleurs de Red Bull. Et il se dit qu'il pourrait revenir finalement à la tête d'une structure qui se porterait acquéreur d'Alpine. et à ce moment-là... D'où l'explication, effectivement, de la proposition de Briatore à Horner de venir gérer son équipe. C'est en gros préparer un peu le terrain. C'est une piste qui, pour moi, n'est pas totalement délirante. Et alors, le retour de Christian Horner avec un sponsor comme Oracle et avec tout ce que peut mobiliser comme fonds Larry Ellison, le scénario de F1, le film avec Brad Pitt, c'est Louis la Brocante à côté. Hein. Là, ça fracasse tout. Hein. T'imagines un peu la haine du gars qui va arriver sur la grille de départ en regardant les Red Bull. C'est magnifique. Pour la F1, mais là, je suis absolument certain que les grands pontes de la F1, ils se disent mais il faut que ça se fasse, parce que l'histoire, elle est magnifique. Alors, ça voudrait dire quand même que Flavio Briatore, au-delà d'être un génie, alors Briatore, d'ailleurs, je ne sais pas comment est-ce que ça s'écrit, hein, on peut discuter là-dessus, mais au-delà d'être un génie, comme l'a dit Luca De Meo, le big boss de Renault qui est parti maintenant, il serait donc visionnaire, parce que Bernie Ecclestone, à la veille de l'annonce de l'éviction de Christian Horner, il a Christian Horner au téléphone et Christian Horner lui parle de l'avenir comme si tout allait bien, tout était normal. Et il m'a dit, mais en fait, moi je tombe de ma chaise parce qu'il y a eu quelque chose, c'est pas possible autrement, parce que ça a été brutal, ça a été soudain. Bon, ils avaient décidé de le sortir lors du week-end du Grand Prix d'Autriche. Donc Horner ne savait pas qu'il était déjà condamné. Mais les rumeurs Horner Alpine remontent à plus longtemps. Donc l'approche de Briatore serait absolument visionnaire de ce point de vue-là. Tu vois, donc il a des ressources. Il a des idées. Voilà, c'est ça qu'on n'imagine pas. Elles sont pas toujours très très bonnes, mais au moins on peut pas leur reprocher le fait qu'il ait des idées. C'est sûr que oui. Puis quand il prend des décisions, il assume, même si elles sont pas bonnes, il va jusqu'au bout. Bon, bref, voilà la petite histoire. Retenez ça. Si un jour vous voyez d'un seul coup Christian Horner arriver chez Alpine, ou en tout cas à la tête de l'équipe Alpine, qui pourrait donc du coup, si elle est rachetée, changer de nom. Une fois de plus. On en reparlera. Mais voilà, c'est ce qui circule.
On a parlé de Christian Horner, hein, qui était là depuis 20 ans en Formule 1 à la tête de Red Bull. Il y a un garçon, c'est à l'autre bout du spectre de la durée en Formule 1, c'est Kimi Antonelli, qui est donc arrivé en début de saison dans le baquet laissé vacant par Lewis Hamilton chez Mercedes. On avait été impressionné par le début de saison plutôt de Kimi Antonelli. On avait fait une place à Melbourne sous la pluie dans les conditions mais apocalyptiques. Ah, ça, c'était vraiment le premier Grand Prix. Et puis avec vraiment un style résolu, décidé. Une sûreté. Une assurance, une assurance incroyable, si on veut parler français. Donc, on avait fait le point après les 6 premiers Grands Prix de la saison. Hein. C'était à Miami. Il était 6e du championnat avec un total de 48 points. Oui, c'est plus facile d'aller chercher des points quand tu démarres dans une Mercedes que quand tu prends le départ du premier Grand Prix avec une Alpine ou une Sauber. Ok, très bien, mais il faut avouer qu'il nous avait impressionnés. Et puis, depuis ce Grand Prix de Miami, il y a eu 7 Grands Prix de négociés. Alors, il y a eu le premier podium de sa carrière au Canada, avec la victoire de George Russell et cette 3e place pour Kimi Antonelli. Et à part ça, que des arrivées en dehors des points, des abandons, des sorties de piste, des courses qui se terminent en dehors du top 10. Hein, il a encore. On peut regarder effectivement sur un premier panneau, un premier visuel qu'on peut vous proposer. Avant Imola, effectivement, c'est 48 points sur les 6 premiers Grands Prix et c'est 15 depuis, c'est sûr. C'est 63 points en tout, c'est 40% des points marqués par George Russell. Je pense que Mercedes, s'ils avaient à peu près les 2 tiers, ils seraient contents. Franchement, ça serait une proportion tout à fait raisonnable et même assez jolie pour un débutant dans un contexte de pression mais dingue. On ne réalise pas ce que c'est pour un jeune de 18 ans. Il va avoir 19 ans bientôt, à la fin du mois d'août. Arrivé chez Mercedes, c'était rude. Voilà. Et puis, effectivement, dans tout ça, tu l'as cité, sur les 7 derniers Grands Prix, 4 abandons, record égalé de Lawson cette année, 2 abandons techniques, accélérateur, moteur, etc. Un abandon collatéral, il rentre, il percute Hadjar qu'il n'avait pas vu, 0 visibilité à Silverstone, et puis une faute. Il est arrivé à Mach 12 à peu près au freinage dans le premier tour au Grand Prix d'Autriche. Ça, c'est vrai que c'était grosse boulette, catégorie grosse boulette. Bon, après, je trouve que il a un creux, ça c'est clair. Il est au fond un petit peu de la cuvette. Je pense qu'il va remonter. Il va remonter. C'est un peu propre à chaque débutant de vivre après un contre-coup. Mais c'est pas fondé sur des accidents, des choses comme ça, à la Logan Sargent, à la Lance Stroll en début de carrière, avec des gens qui avaient aussi pour Stroll un pilotage particulièrement agressif. Il a un petit peu plus de retenue. Il a dit ce week-end qu'il est moins en confiance. Il a un peu perdu le fil de la confiance et qu'il sait que son pilotage est à risque, son pilotage est assez agressif et qu'il ne veut pas trop en faire parce qu'il sait que ça ira encore moins bien. Donc là, au moins, là-dessus, je trouve qu'il a la bonne attitude, la bonne approche, en attendant que ça se passe un petit peu. Mais j'y vois quand même plusieurs explications. Il a eu son bac il n'y a pas très longtemps. C'est pas évident quand même de poursuivre les études et puis d'être pilote de Formule 1. Il a été en particulier touché, c'est peut-être aussi, l'un explique peut-être l'autre, spécialement dans l'énergie qu'il pouvait donner sur des triple leaders. Il a dit que ça l'avait beaucoup impacté physiquement, etc. Et ça, on a un peu tendance à oublier hein, quand les Grands Prix s'enchaînent, qu'on va d'un coin de la planète à l'autre. Nous, forcément, alors il y a des Grands Prix qui sont tôt le matin, tard le soir. On en plaisante, mais on est assis devant la télé. Oui, bien sûr. Et puis, décalage horaire, etc. C'est une machine à laver. Quand vous êtes dans la voiture, ça vous secoue aussi. On est bien d'accord. Et je pense qu'en fait, il commence aussi un petit peu à toucher quelque chose, qui est que la voiture évolue. On a vu Gwen Lagrue pour nous parler justement de son approche technique. Il dit pour l'instant, c'est du pilotage pur. On règle la voiture, il va faire ses runs, il nous dit ce qu'il en est, et puis la voiture est réglée. Il met pas trop le nez dans les réglages. C'est pas encore le cas et c'est pas son. Il en est pas encore là. Et je pense qu'il n'a pas encore l'épaisseur. Il va devoir quand même. Je pense qu'il est à cette période où il doit quand même un petit peu fouiller dans les réglages pour accorder un petit peu la voiture à son goût, à son style. Et que cette approche est un petit peu difficile. Et commencer peut-être aussi à dire à Peter Bonington, son ingénieur, ce qu'il veut
lui. Et c'est là que tu risques aussi de te perdre un petit peu. C'est une sorte de croisée des chemins pour un tout jeune pilote qui est loin d'être évidente, parce que si on commence à te demander ton avis, déjà ça accroît ta pression, mine de rien. Ça peut te mettre le doute aussi. Et puis, si la voiture change d'une séance à l'autre, ça veut dire qu'il faut t'adapter aussi à la voiture à chaque fois. Et que c'est une difficulté supplémentaire aussi pour un jeune homme. Donc là, je trouve qu'on est vraiment à un moment où on va savoir vraiment de quel bois est fait Kimi Antonelli sur la fin de saison. Alors, je te dis, rendez-vous à la reprise, après le break. Je pense qu'il aura fait un point. Il a besoin aussi de se reposer, même s'il y a eu 3 semaines d'intervalle entre 2 Grands Prix. Mais là, je pense peut-être qu'il a de la fatigue mentale, tout simplement, et qu'il faut laisser passer ça. Il y a beaucoup de pilotes, pardon Stéphane, il y a eu, c'est vrai, 3 semaines entre les 2 derniers Grands Prix. Il y a beaucoup de pilotes qui sont allés dans les usines, justement, travailler sur les simulateurs. On a fait beaucoup aussi c'était pas pour se reposer. Voilà, on a fait aussi beaucoup de travail de cohésion aussi. C'était un moment où toutes les équipes avaient profité de ce moment-là pour faire venir les pilotes, essayer de remobiliser aussi toutes les équipes. Mais alors, il a décroché un petit peu en qualif, mais son bilan n'est pas embarrassant. Il s'est fait éliminer 2 fois en Q1, c'est arrivé à d'autres, à des grands pilotes. Il est passé 5 fois en Q2 et puis il a quand même 9 Q3, donc le bilan est quand même raisonnable de ce point de vue-là. Quand Russell se qualifie 4e, 5e, c'est vrai que maintenant il commence à être plus 7, 8, même 8, 9, 10. Il a un petit peu de mal à rentrer en Q3 et il est dans cette zone-là. Une belle qualification quand même à Miami, 3e sur la grille. Donc ça veut dire qu'il y a du potentiel. Il n'y a pas de problème. Alors ça se voit sur un indicateur qui est un peu plus embarrassant, c'est le rapport de force avec Russell, 12-1. Bon, on a compris, quoi. Russell pour l'instant est devant. Mais là où il commence un petit peu à avoir un petit peu plus de difficultés, c'est au niveau du meilleur rookie qu'on retrouve sur la grille de départ. J'ai regardé un petit peu. Il est en bagarre avec Isaac Hadjar pour avoir cette place-là. Au début de la saison, sur les 2 premiers Grands Prix, c'est Hadjar qui a eu la prime du meilleur rookie. C'était assez spectaculaire. Et puis on voit que dès le Japon, Antonelli a pris la main. 4 fois de suite, très bien. Et puis après, il a commencé à avoir un petit coup de moins bien. Les pneus C6 qui ne supportent pas, ces pneus super tendres qu'a sorti Pirelli à Imola. Monaco, c'était plus un raté complet général de Mercedes. Et puis il a remis un petit peu le couvert en Espagne et au Canada. Et puis après, c'est redevenu plus difficile, c'est devenu plus nuancé. Et là, il y a cette 15e place quand même, effectivement, en Belgique. C'est pas sa place. Il y a quelque chose qui se passe qui est un petit peu bizarre. Et ce qui fait que, comme tu le dis, Gilles, Mercedes est moins bien placé quand même au championnat des constructeurs, même s'ils ont un total raisonnable. Mais si je regarde bien, après 6 Grands Prix, Mercedes, ils sont 2e au championnat. Alors, la première place est déjà envolée. C'est clair, McLaren, mais c'est clair. il y a une marge appréciable par rapport déjà à Red Bull et Ferrari, rien qu'en 6 Grands Prix. Et puis, effectivement, après 13 Grands Prix, c'est plus compliqué parce que Mercedes est carrément menacé par Red Bull pour la 3e place. Oui, on a plus le sentiment aujourd'hui, Stéphane, que Mercedes ne regarde pas trop ce qui se passe devant chez Ferrari. Pourtant, il y a 28 points d'écart, mais regarde plutôt derrière, dans le rétroviseur, parce que il y a 28 points d'écart aussi avec Red Bull. Avec jusque-là une équipe Red Bull quasiment à un seul pilote. Donc si on commence, et on en revient à Laurent Mekies, si Laurent Mekies arrive à remettre en confiance son 2e pilote, le statut de Mercedes au classement des constructeurs risque de très très vite basculer. Ça peut être compliqué, tout à fait. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement le sous-rendement pour l'instant d'Antonelli qui ne rentre pas les points escomptés pour donner de la sécurité à Mercedes et continuer de lutter pour cette 2e place. Et ça dépendra vraiment de ses performances à lui. Mais apparemment, la signature de George Russell est dans les tuyaux. Maintenant, apparemment, c'est une quasi-formalité. Justement, c'était une question que je voulais te poser. Excuse-moi, je te coupe. Est-ce que, on a parlé de ces contacts entre Verstappen et Mercedes et Toto Wolff, est-ce que ça peut aussi avoir joué? Alors, on imagine que ça a mis la pression sur George Russell. Par effet de domino, peut-être que ça l'a mis un petit peu aussi sur Kimi Antonelli? Non, je pense pas. Alors Antonelli ne le dira peut-être pas, mais je pense que ça t'impacte forcément parce que avec 3 pilotes, il faut soit
laisser partir Russell chez Aston Martin, il a une proposition. Hmm. Ou alors mais ça veut dire que tu te retrouves avec comme coéquipier Max Verstappen d'un seul coup. Waouh, les gars, attendez. Bien sûr. Et là, c'est pas non, ça serait risqué de le détruire carrément. Oui. On n'est pas un jeune pilote comme ça. C'est comme ce qu'avait dit Toto Wolff quand il fallait remplacer Nico Rosberg. Il n'était pas question de mettre Esteban Ocon dans le deuxième baquet. Il a dit Lewis Hamilton va le détruire. Donc là, c'est pas ce qu'il faut faire, c'est vrai. Et la question, c'est où est-ce qu'il serait allé. Mais là, apparemment, c'est réglé. Russell, Antonelli chez Mercedes l'année prochaine. Voilà. Ce que je trouve bien pour continuer de leur permettre de grandir. Après, la durée du contrat de Russell en dira beaucoup sur la suite. Sur ce qu'on attend, effectivement, pour la suite. Mais je pense que Antonelli pourra aussi compter, parce que ça, c'est quelque chose d'assez important, sur la contribution de Valtteri Bottas, qui est un peu son chaperon, qui est son tuteur, son guide. En tout cas, on a insisté un petit peu plus pour que Valtteri vienne couver davantage Kimi Antonelli ces dernières semaines. On le voit partout, sur les réseaux sociaux, etc. On insiste bien là-dessus, sur sa présence. Il est aussi présent à côté de Toto Wolff pendant les Grands Prix. Et ça, tu vois, c'est un signe, parce que l'année dernière, il y a un moment, on n'a plus vu Mick Schumacher. Parce qu'on savait que Mick Schumacher ne retrouverait pas une place et que Toto Wolff n'avait pas trouvé une place pour Mick Schumacher sur la grille cette année en tant que pilote Mercedes. Et bien là, on continue de voir Bottas. Et tu sous-entends qu'on va le revoir derrière un volant ? Je pense que, alors, derrière un volant, c'est sûr, l'année prochaine. Lequel ? On nous a parlé longtemps de Cadillac. Il a même fait une petite vidéo assez marrante en ouvrant une Cadillac de série en disant « Ah oui, le siège est confortable, il est très très bon. » J'aime beaucoup les vidéos de Bottas, elles sont totalement décalées. Et puis on lui dit « Il y a 2 sièges libres. » Ah oui, il y a 2 sièges libres. Bon, alors on s'est dit « Bon, on va avoir une annonce dans pas longtemps. » Ça, c'était quand même déjà il y a quelques temps. Et ce qui me fait dire quand même que l'appel du pied de Flavio Briatore pour avoir Bottas l'an prochain porte peut-être ses fruits. En tous les cas, fait patienter ou fait attendre Cadillac. Et je verrais bien Bottas rester dans la galaxie Mercedes, parce que peut-être que s'il était déjà assuré d'aller voir ailleurs, on ne le verrait plus autant dans l'écurie et même à côté de Toto Wolff. On en revient à Kimi Antonelli, Stéphane, après cette petite parenthèse sur Valtteri Bottas. Est-ce que aussi... alors, on a régulièrement dans les fous du volant Gwen Lagrue qui sait très bien gérer les jeunes pilotes, mais est-ce qu'on n'avait pas aussi perdu un petit peu l'habitude de gérer des tout jeunes pilotes dans cette équipe Mercedes où on avait jusque-là évidemment Lewis Hamilton, on a eu Rosberg, on a eu Bottas, enfin bref, des garçons qui étaient déjà très très expérimentés. C'est pas la même chose, c'est pas facile, c'est pas la même chose d'accompagner, de faire maturer un tout jeune pilote, un débutant. Alors Lewis Hamilton, quand il est arrivé en Formule 1, c'était déjà un champion du futur. Et quand il est arrivé chez Mercedes, absolue. Il était déjà champion du monde. Tout à fait. Il avait fait 5 saisons de préparation à la Formule 1, 2 en Formule Renault, 2 en Formule 3, 1 en GP2. C'est quand même pas rien. Et il intègre la Formule 1 à pas tout à fait, à 22 ans. Et Antonelli, il fait une saison de F2, il n'a pas fait de F3, il a 4 ans de moins. Il a 4 ans de moins. Donc là, il faut lui laisser le temps. Et l'explication que nous donnait aussi Gwen Lagrue, c'était que ça ne servait à rien d'attendre, de lui faire une deuxième saison en Formule 2. L'expérience de George Russell a montré qu'il n'y a rien qui t'apprend plus la Formule 1 que la Formule 1 elle-même. Et en plus, ils ont du temps pour ça, ils avaient du temps. Et cette saison-là, elle est extrêmement précieuse parce que en 2026, il sera meilleur et il sera peut-être capable de se battre pour le titre en 2027 ou 2028. Là, pour l'instant, on le sent très clairement, le pilote leader, c'est George Russell, c'est une évidence. Et on voit le contraste pour l'instant qu'il y a entre Russell et Antonelli, mais il y a une deuxième partie de saison, je pense vraiment qu'il va remonter la pente. Bon, alors il y a aussi pas mal de triple headers sur la deuxième partie de saison. Faudra gérer ça parce que il y a un côté dans les sports d'endurance, on sait très bien que les tout jeunes ont moins d'endurance que les athlètes qui sont un peu plus chevronnés, un peu plus expérimentés. Ça va être un des points qu'il faudra surtout bien gérer. La saison va se terminer, je crois, par 6 Grands Prix en 7 week-ends, donc 2 triple headers.
Donc effectivement, c'est là où on verra s'il lui reste encore un peu de caisse pour aller au bout, quoi. Bon. Qu'est-ce qu'on se dit sur cette fin de saison ? On est inquiet ou Du tout. Ou il va se ressaisir ? Du tout, c'est processus d'apprentissage. Le danger serait qu'il surpilote en permanence. Il l'a fait une fois pendant les essais à Spa, et après il s'est tout de suite calmé. Parce qu'il ne veut pas ajouter de la difficulté à la difficulté, faire de la casse, et là tu es vraiment coupable, et ça ajoute de la pression. Il retourne au garage, c'est du positif, même s'il est éliminé, il y a des choses à apprendre. Quand tu tournes, tu as des datas, tu apprends, plutôt que de te morfondre quand tu rentres chez toi pour te dire j'ai encore raté une occasion et je m'enfonce. C'est pas exactement ça, c'est encore une fois processus d'apprentissage. C'est normal ce qui lui arrive. En tout cas, il n'a plus que 9 points d'avance sur Alexander Albon. Attention à ne pas se faire dépasser par le pilote Williams, ça ferait mauvais effet. Eh ben, on a encore beaucoup parlé, mon cher Stéphane, après ce Grand Prix de Belgique. Quelques mots quand même, parce qu'on enchaîne. Ce n'est pas un triple header, c'est un double header. On sera, en tout cas, le paddock de la Formule 1 sera du côté du Hungaroring le week-end prochain. D'abord les horaires. Les essais libres 1 vendredi à partir de 13h30, les essais libres 2 à 17h. Samedi, essais libres 3 à 12h30, la qualif à 16h. Et enfin, dimanche, le Grand Prix à 15h. On n'est pas sur un week-end de Grand Prix sprint. Là, on est sur un week-end classique. Et c'est même un classique des classiques, désormais, la Hongrie, Stéphane. Oui, comme l'année dernière, centrage vers le haut des gommes Pirelli, C3, C4, C5, sachant encore une fois que le C6 existe, mais c'est vraiment exceptionnel. 2 pit stops à prévoir en course. Donc ça va quand même animer le Grand Prix après cette course assez terne, malheureusement, à Spa. Caractéristique, une piste qui évolue énormément, donc difficile de régler la voiture et de s'adapter en qualif. Donc là encore, des rebondissements à prévoir. Très intéressant. Pole position, non déterminante. Les 4 derniers poleman n'ont pas gagné. C'est vrai ? En Hongrie. Ah bah c'est marrant. Je me préparais à te faire une relance en te disant, bon, de toute façon, le problème en Hongrie, c'est qu'une fois que tu as la grille de départ, souvent, tu as le résultat. Eh ben, je suis surpris. Et tu peux même gagner en faisant un 360. C'est ce qu'a fait Verstappen en 2022. Oui, d'accord. Juste avant, je crois, la parabolique, je crois. 360, il repart. Même pas mal. Mais bon, voilà, la victoire. Donc, c'était pas la saison où il était le plus en difficulté, 2022. c'est vrai, il a eu de la large. Et setup, appui maxi, enfin le combo habituel, traction prépondérante, piste peu agressive quand même sur les pneumatiques. Donc on va voir avec une grille de départ, une pit lane resurfacée. Donc ils ont essayé d'effacer les bosses. On verra ce que ça donne. Oui, les transformations. Un relookage quand même assez. C'est ce que j'allais dire. Énorme. Vous allez voir les images du circuit, ça a beaucoup changé. C'est un circuit qui a beaucoup évolué quand même et qui fête ses 40 ans. Au départ, c'était un tourniquet absolument affreux où on ne dépassait pas. C'est devenu quand même quelque chose d'assez sympa, et même quand il ne pleut pas forcément. Et puis, allez, est-ce qu'on remet encore une petite pièce sur Lewis Hamilton ? Allez, je peux m'y risquer. Je vois recordman des pole positions sur un même circuit. 9, c'est juste gigantesque. C'est le record absolu. Et 8 victoires, le dimanche en Hongrie. Donc c'est vraiment, on attend King Lewis, et on l'attend d'autant plus que je me souviens qu'en 2009, au volant d'une voiture, une McLaren mal née, même ratée, on va dire comme ça, mais qui remontait péniblement. C'est sa seule victoire de l'année. C'est sa seule victoire de la saison. Et en 2013, chez Mercedes, c'est sa seule victoire de la saison. Sa première chez Mercedes. Donc peut-être qu'on peut s'attendre à une première victoire de Lewis Hamilton en Hongrie, chez Ferrari. Oui, parce qu'au-delà de l'incroyable remontée qu'il a fait à Spa, bon, c'est facile, vous allez me dire, entre guillemets, c'est facile de remonter quand tu es 16e sur la grille. Les nouvelles suspensions, il s'est passé des choses. Un nouvel ingénieur qui est arrivé dans le giron de Lewis Hamilton. Il se passe beaucoup de choses aussi chez Ferrari. Je pense qu'il faudra qu'on en reparle sur la deuxième moitié de saison. Et pourquoi pas Lewis Hamilton. Honnêtement, je crois que les deux premières places, elles sont déjà préemptées. Voilà, c'est ça. Je vais te rappeler que le record de victoire, c'est 12 pour McLaren. Voilà. Et le record de pole position, c'est aussi McLaren avec 9 pôles à égalité avec Mercedes. Voilà, et on en est à 6 doublés pour McLaren cette saison.
Je crois que le record, c'est 10. En C'est ça. 1988. 88, Ouais. Prost-Senna ou Senna-Prost. Comme ça, je dis dans les deux sens. Donc, on s'en rapproche. Les McLaren restent favorites. Grand Prix dimanche à 15h. Nous, on se retrouve donc le mardi suivant pour parler des fous du volant, avant ensuite de chausser nos maillots de bain, nos bouées canards et de partir en vacances. Moi, je sais que tu ne mets pas de maillot de bain, mais... Non. Faut pas dire. On parlera peut-être de la 200e victoire de McLaren. Et ça, ce sera un petit peu shocking. Pas mal. Et on aura des chiffres à l'appui à vous décortiquer. Mais ouais, 200, c'est un cap quand même assez frappant. On verra. On en reparle la semaine prochaine. Et d'ici là, On coupe le contact.